Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accordé l'agence de presse sénégalaise à cet entretien où nous allons donc revenir largement sur les préparatifs de la journée nationale de l'arbre qui est prévue pour cette année au niveau de Touba. Nous allons donc profiter également donc, de cet entretien pour évoquer d'autres sujets relatifs à la lutte contre la déforestation et également donc, à la conservation des parcs nationaux. Donc sur ça, donc, on va essayer donc, d'aborder donc, le premier sujet qui est en rapport avec la journée nationale de l'arbre, qui est prévue donc, au niveau de Touba. Sur ça, donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelles sont les activités phares qui sont prévues lors de la commémoration donc, de la journée nationale de l'arbre au niveau de Touba? Merci beaucoup à l'APS pour cet entretien. Je dois préciser que le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a institué depuis le mois de juin, le premier samedi de chaque mois, une journée d'investissement humain, Setal Sunu Réew. Et les deux premières éditions avaient fait un focus sur l'assainissement, la lutte contre les inondations. Et la troisième édition devait faire un focus sur le reboisement. Mais l'occasion faisant le larron, le mois d'août est aussi un mois de reboisement. Parce que depuis 1983, l'État du Sénégal a institué la journée nationale de l'arbre par décret présidentiel, le premier dimanche de chaque mois d'août. Donc, il y a eu une coïncidence. Le samedi 3 devait être la journée d'investissement humain consacrée au reboisement et le dimanche 4, la journée nationale de l'arbre. Et le président de la République nous a instruit d'en faire un week-end consacré au reboisement. Et chaque année, pour la cérémonie de lancement, on choisit une région du Sénégal. Dans cette région, on choisit un département. Dans ce département, on choisit une commune. Il s'est trouvé que ces dernières années, Diourbel n'était pas parmi les régions ciblées. Et Touba aussi n'était pas une commune choisie pour abriter la journée de lancement de la campagne nationale de reboisement. Et il s'est trouvé également que quand nous avions pris service, Touba Ca Kanam fait partie des premières associations communautaires que nous avions reçues ici. Et on avait échangé avec eux et on a vu que Touba Ca Kanam était déjà dans le reboisement parce que l'année passée, ils avaient fait une campagne de reboisement, notamment la corniche de Touba. Et ils avaient eu un bon taux de réussite, 80%. Et je me suis dit, Touba étant aussi, faisant partie de la région de Diourbel, l'une des régions les plus arides aussi, une région avec 0 forêt classée, parmi les 213 forêts classées du Sénégal, il n'y a aucune forêt classée à Diourbel, avec un taux de couverture végétale très faible. Diourbel n'a pas de frange maritime, Diourbel n'a pas de cours d'eau, la région, j'ai dit. Donc, Diourbel est confronté à des défis environnementaux énormes. Et c'est ainsi que nous avons choisi la région de Diourbel comme région où on va lancer officiellement la campagne nationale de reboisement. Et quand on dit Diourbel, on pense également à Touba. Parce que Touba, c'est l'une des villes les plus peuplées au Sénégal et le département de Mbacké aussi. C'est le département le plus peuplé au Sénégal. Et donc, on a choisi Touba pour abriter la cérémonie officielle de lancement de la campagne nationale de reboisement. Et cette année, nous avons choisi comme arbre parrain le manguier. La thématique, c'est reboisement et la contribution du reboisement à la souveraineté alimentaire et au développement économique. Et comme slogan, nous avons choisi l'arbre, notre assurance vie. Tout ça pour montrer que l'arbre joue un rôle fondamental pour la survie de l'humanité. Quel sera l'agenda du chef de l'État au niveau de Touba? Le chef de l'État va présider la cérémonie, normalement qui devra démarrer vers 10 heures.
Et à la fin de la cérémonie, il va planter symboliquement un arbre. Et après cela, il ira rendre visite au Khalife général des Mourides. Mais les travaux vont continuer parce que nous avons un linéaire de 50 km à planter à Touba, environ 80 000 arbres. Donc, après la cérémonie officielle, les travaux vont continuer avec les agents des eaux et forêts qui vont encadrer les communautés, les populations de Touba, mais avec aussi les agents de Kheudaouni et d'autres services qui vont accompagner les communautés. Globalement, sur l'ensemble du territoire, vous avez prévu combien de plants d'arbres? Le dernier inventaire a montré que nous avons environ 7 303 000 plants disponibles. Et c'est sûr qu'il y en a plus, parce que peut-être qu'il y a des pépiniéristes privés que nous n'avons pas pu inventorier. Mais tout compte fait, nous avons 7 303 000 plants. Et on fera tout pour planter le maximum au Sénégal. C'est vrai, l'arbre parrain, c'est le manguier. Mais les plantations ne vont pas concerner que le manguier. Un arbre fruitier. Et ça aussi, je peux dire que ce qui a été à l'origine, c'est que d'habitude, les arbres parrains, c'est des arbres forestiers. Parce qu'il y a des arbres de type typiquement forestier, des arbres que l'on appelle forestiers fruitiers, c'est des forestiers, mais en même temps des arbres fruitiers. C'est ce qu'on appelle communément les fruitiers sauvages. Et il y a des arbres qui sont typiquement forestiers, fruitiers, comme le manguier. Et généralement, c'est des arbres forestiers qui étaient choisis, comme le Federbia albida, le Khaya sénégalensis, Khaï, ou le Linké, Afzelia africana, le Linké, ou bien d'autres espèces forestières. Mais cette année, le président de la République nous a dit il faut penser aux espèces fruitières. Parce que si vous reboisez, vous donnez à des populations des espèces d'arbres qu'ils ne souhaitent pas avoir ou bien qui ne les intéressent pas, ils ne vont pas les entretenir. Donc l'idéal, c'est de faire un focus sur les fruitiers. Et si vous vous rappelez bien, lors de la célébration de la journée de l'environnement cette année, le 5 juin, il avait planté un carrossolier dans l'enceinte du Palais de la République. Donc nous avons suggéré au service forestier de choisir cette année un arbre fruitier connu au Sénégal comme arbre parrain. Et c'est ainsi que c'est le manguier qui a été choisi comme arbre parrain. Monsieur le ministre, on sait aujourd'hui que les écosystèmes forestiers constituent des puits de carbone très importants, mais on constate, malgré en tout cas les efforts des eaux et forêts et aussi des forces de défense et de sécurité, on constate que ces écosystèmes-là font en tout cas l'objet de coupes intenses de bois. Et aujourd'hui, quelles solutions comptez-vous en tout cas mettre en place pour en tout cas mettre fin à ces pratiques? Merci beaucoup pour cette question très importante pour le gouvernement. Et je dirais que dès que nous avons pris service, notre première tournée était consacrée un peu à ça, parce que nous avons visité la Casamance. Et c'est ce qui a guidé un peu notre choix d'aller en Casamance, parce que la déforestation, c'est une problématique majeure pour le gouvernement du Sénégal. Et je connaissais un peu cette problématique parce que j'ai séjourné dans la région sud. Pendant des années, j'étais enseignant-chercheur à l'Université de Ziguinchor, ensuite chef de département d'agroforesterie de l'Université de Ziguinchor. Donc je connais un peu la problématique et je me suis toujours battu pour lutter contre cette déforestation en Casamance, parce que je vous l'ai dit tantôt, les seules forêts que nous les avons en Casamance. Donc j'ai fait cette tournée, j'ai travaillé avec les services techniques de l'État, j'ai échangé avec eux. Mais je dois dire que le phénomène de la déforestation dans cette partie du Sénégal, parce que c'est partout, hein, il y a un déboisement, mais en Casamance quand même, c'est plus grave ce qui se passe. Et le problème, c'est que le bois est coupé. Et souvent, c'est ce qu'on appelle en foresterie des espèces nobles, comme le vène, qui a un bon bois.
le linké, Afzelia africana, mais également le Khaya sénégalensis. C'est principalement les 3 espèces les plus coupées. Et ces espèces qui sont coupées, généralement font l'objet d'un trafic transfrontalier entre le Sénégal et un pays ami et frère, hein, la Gambie. Mais je peux dire que c'est vice-versa, hein, parce que c'est difficile de savoir si un bois entre en Gambie, où est-ce que ça a été coupé, en Gambie ou au Sénégal. Et les autorités sénégalaises ont travaillé avec les autorités gambiennes depuis quelques années. Et en 2017 déjà, il y avait un protocole d'accord pour qu'il y ait des patrouilles communes entre les forces sénégalaises et les forces, quand je dis forces, je pense d'abord aux services forestiers, mais également aux forces de défense et de sécurité. Il devait y avoir des patrouilles communes, mais il y avait également ce qu'on appelle le droit de poursuite. Il était autorisé pour les agents des eaux et forêts du Sénégal de poursuivre un délinquant jusqu'en territoire gambien sur une distance de 5 km. Mais j'avoue que l'application de cette mesure n'était pas effective. Mais la Gambie, je le dis, a fait des efforts. Qu'est-ce que la Gambie a fait? Le président Barrow a pris un décret présidentiel pour interdire l'exportation du bois à partir du port de Banjul. Et ça, c'est effectif quand même depuis 2022. C'est vrai, au début, il y avait des soucis parce qu'il y a toujours les fausses déclarations qui sont possibles. Mais ça a permis d'atténuer énormément, en tout cas, l'exportation de bois vers la Chine. Et l'exportation de bois vers la Chine, en dehors des dommages écologiques, c'est que c'est une perte économique énorme pour notre pays. Une étude a été commanditée par mon département ministériel et il a été prouvé que les Sénégalais qui coupent du bois, je prends un exemple, hein, dans le département de Mbini-Yoro-Fula, vend ça à un intermédiaire. Cet intermédiaire, il vend le mètre cube de bois environ à 5 $ le mètre cube. 5 $ le mètre cube. L'intermédiaire gambien, bon, je ne veux pas dire gambien, le premier intermédiaire, même s'il est gambien, il vend ça à un autre chinois, à un autre intermédiaire, à 64 $. Cet intermédiaire revend à 600 $ et in fine, le produit final, la destination finale, c'est presque 1000 $ le mètre cube. Donc vous voyez la perte que ça engendre pour l'économie sénégalaise. Mais nous y sommes. Je suis allé en Gambie, j'ai rencontré le ministre, madame la ministre gambienne de l'Environnement, Rohey John Mandiang, qui a été très ouverte. Et vraiment, elle a collaboré pour une lutte conjointe contre la déforestation. Par rapport à l'érosion côtière, nos équipes ont eu à faire en tout cas des reportages à Djembrin, à Kafountine aussi, sur le littoral du sud et également à Saint-Louis, où on a constaté en tout cas une avancée de la mer. Aujourd'hui, quelles solutions durables comptez-vous mettre en place pour éviter en tout cas que certaines populations aujourd'hui deviennent des réfugiés climatiques? Vous savez, le changement climatique, c'est un phénomène mondial. Aujourd'hui, il y a eu un réchauffement climatique, les températures augmentent et quand les températures augmentent, les glaciers fondent. Quand les glaciers fondent, le niveau de la mer augmente. Et quand le niveau de la mer augmente, ben, c'est l'eau qui envahit le continent. Et le Sénégal, c'est un pays côtier. Nous avons 718 km de côte. Et nous souffrons énormément aujourd'hui de l'érosion côtière. Pourtant, le Sénégal a pris des mesures pour lutter contre l'érosion côtière. De Saint-Louis à Cabrousse, il y a toujours eu des actions, des digues de protection, des murs qui sont construits. Parce que Saint-Louis est menacé. Mais quand vous venez aussi la Grande Côte, Kayar, vous descendez, vous arrivez vers Dakar,
les zones d'Ambao, Rufisque, Diokoul, Bargny, vous descendez Saly. Il y a eu des actions qui ont été menées parce que les infrastructures, les ouvrages qui ont été construits à Saly ont permis de sauver beaucoup de plages et beaucoup d'hôtels qui avaient perdu leurs plages ont repris leurs plages. Il y a eu également des actions qui ont été menées dans les îles du Saloum, quand vous allez à Dionewar, si vous continuez au sud, à Kafountine. Mais Kafountine, c'est une zone où il y a réellement il y a énormément de problèmes d'érosion côtière, parce que j'ai été là-bas lors de ma tournée dans la région sud, et des infrastructures de type économique sont menacées, notamment l'usine de poissons, touristique, l'hôtel qui se trouve à côté, le quai de pêche est menacé, les femmes qui fument le poisson, leur activité est menacée, la biodiversité est menacée, et même un lieu de culte qui se trouve dans cette zone est aujourd'hui menacé. Donc c'est une problématique réelle. Mais le gouvernement considère l'érosion comme étant un défi qu'il faut vraiment prendre à bras le corps. Et le Premier ministre de la République, M. Ousmane Sonko, a mis en place une commission. Cette commission, c'était pour réfléchir sur les occupations illégales sur ce littoral. Parce que c'est lié à ce que j'ai dit. Et les conclusions de cette commission vont nous permettre d'enrichir la loi sur le littoral. Parce que le ministère de l'Environnement avait proposé la loi sur le littoral. Malheureusement, c'était allé jusqu'à la table du Conseil des ministres en 2023, mais ça n'a jamais été adopté. Et nous voulons relancer cette loi sur le littoral. Aujourd'hui, le Sénégal a mis en place, via le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, ce qu'on appelle la stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières. Donc, on sait là où il y a des problèmes et ce qu'il faut faire. Et nous sommes également en train de travailler sur un observatoire, l'Observatoire du littoral, qui va nous aider dans la production de données, le partage des données, d'informations, un système d'alerte également. Et pour ça, nous travaillons avec l'ANACIM. Donc, les instruments sont là. Mais il faut dire aussi que la lutte contre l'érosion côtière, la construction de ces ouvrages nécessite énormément de moyens. Actuellement, nous avons un projet en cours, un projet de gestion intégrée des zones côtières, le projet WACA, et qui est en train de faire une digue à Gorée, parce que Gorée fait partie des zones menacées. Mais rien que cette digue coûte 9 milliards. Et c'est cher, et ça nécessite énormément de ressources, et le gouvernement en est conscient. D'ailleurs, le Premier ministre a demandé une évaluation de tous les projets, de tout ce qui a été fait comme ouvrage de lutte contre l'érosion côtière au Sénégal, et nous y sommes. Ça nous permettra de voir réellement où on doit aller et les besoins nécessaires pour combattre l'érosion côtière qui, je l'ai dit, est un phénomène mondial, mais qui a des conséquences sociales énormes, parce que des populations sont obligées de quitter leur maison, mais également des conséquences économiques sur le tourisme, sur la pêche également, mais également des conséquences écologiques sur la biodiversité. Monsieur le ministre, pour d'avoir accordé cet entretien à l'agence de presse sénégalaise. En tout cas, ceci donc, en tout cas, nous revigore dans ce que nous faisons. C'est vrai que l'APS, depuis que le nouveau directeur est là, il y a une nouvelle dynamique qui s'est enclenchée. On essaie donc de suivre le train. Donc, ceci étant donc, nous souhaitons que vous soyez donc notre relais auprès du chef de l'État, auprès du Premier ministre, pour davantage donc appuyer les moyens de l'agence de presse sénégalaise, qui essaie donc tant bien que mal, avec les moyens disponibles, de faire son travail au quotidien. Merci beaucoup. Merci aussi pour cet entretien. Et je vous rassure, hein, je serai votre relais auprès des autorités, Inch'Allah, parce que l'APS, c'est un média public qui a besoin d'être appuyé. Merci.